Madame, Monsieur, bonsoir. L'émission de ce soir va parler du sport. Et pour parler du sport, nous avons avec nous Monsieur Carlos Pérez, qui est en fait un spécialiste dans le monde du sport. Il travaille sur la culture physique, sportive et éducative depuis plus de 35 ans. Nous allons essayer ce soir de comprendre quel est son champ d'action, sa manière de faire et son travail d'expertise sur le terrain concernant le sport et surtout sa discipline où il est spécialisé. Monsieur Carlos Pérez, bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Al-Mouati. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Monsieur Pérez, parlez-nous un peu de vous. Oui. Qui vous êtes? Prioritairement, évidemment, je suis directeur sportif depuis un grand centre de sport depuis 35 ans, et dans lequel, évidemment, beaucoup de profils, donc à partir des jeunes enfants, des adolescents, jusqu'aux personnes âgées. Donc il y a un profil, un spectre très large de capacité de développement, aussi bien chez les enfants, les jeunes adultes, les adultes que des personnes du troisième âge. Et donc tous les profils, évidemment, ont accès à notre structure. Donc, voilà. Et quel est le travail exact, en fait, explicite que vous faites avec évidemment, il y a le public cible? Oui, donc il y a, comme je vous ai dit, il y a un spectre large et donc il y a pas mal de possibilités. Donc, il y a plus de 700 mètres carrés et donc il y a des activités multiples. C'est assez multisport. Donc il y a par exemple des activités martiales, il y a des activités de groupe, comme de la danse et d'autres choses. Et puis il y a aussi ma spécialité qui est le métier de la charge, qui est la culture physique, sportive et éducative. Et donc on a ce champ d'action qui est assez large sur un spectre de population. Voilà. Et alors qui est le public par exemple qui est plus ciblé par rapport à votre expertise et votre savoir-faire dans la culture sportive? Déjà à la base ici on est dans une commune qui est une zone ZIP, donc quelque part qui est une zone en discrimination positive, on va dire on est à la frontière de Jette, Molenbeek, Gansoren, et donc nous avons pas mal de publics cibles jeunes et souvent des jeunes qui ont souvent évidemment voilà, il y a beaucoup de problèmes de paupérisation dans les quartiers, des jeunes qui ont des difficultés, donc on a aussi la charge de travailler avec une population voilà, qui est quelque part en difficulté. Donc ça c'est une de nos orientations. Donc c'est travailler avec des jeunes qui sont même en décrochage scolaire, en IPPJ, enfin tous les problèmes qu'on peut connaître dans les quartiers. Donc c'est une population on va dire ciblée, mais aussi avec laquelle on a évidemment beaucoup de bonheur à travailler avec, puisque c'est pratiquement eux qui nous apprennent notre propre pédagogie tous les jours. Et comment vous travaillez avec ces jeunes qui sont justement en difficulté, comme vous le dites très bien, et qui ont des problèmes parfois de sociabilité, d'éducation, etc. Quel est le rôle d'un spécialiste sportif comme vous, pour justement essayer de les accompagner au niveau de leur comportement, de les orienter correctement? L'éducation par le sport, c'est un vrai moteur. C'est un moteur de société, c'est un moteur de culture, c'est un moteur de développement. On pourrait même dire que c'est un moteur de cohésion sociale, d'intégration, et aussi un moteur d'hygiène et de santé. Donc c'est aussi un des outils prioritaires pour le développement d'un enfant, puisqu'il faut savoir qu'un enfant se développe prioritairement par sa motricité, donc par son corps. Et donc le lien direct avec nous, c'est le corps. Donc on travaille sur la matière première qui est leur motricité. C'est le premier, on va dire que c'est le premier des paramètres de développement d'un enfant, c'est sa motricité, puis c'est le verbe et in fine c'est l'écrit. Et donc voilà, le corps pour nous, donc la relation avec le développement d'un enfant, l'enfant le sent directement, très vite, et il s'y intègre très facilement. Donc le sport est un outil, est un vecteur que les jeunes reconnaissent très fort, très facilement, et qui nous permet d'aller beaucoup plus loin au-delà du sport, de trouver des solutions avec eux. Oui,
Dans votre parcours professionnel depuis 35 ans, vous avez bien sûr accompagné des jeunes et des enfants qui sont devenus maintenant vraiment très autonomes, mais parfois même des gens qui percent dans le sport et qui sont devenus champions, etc. Quelle satisfaction vous avez quand vous voyez en fait que votre travail est très objectif par rapport en fait à la demande de ces jeunes qui sont parfois dispersés dans d'autres salles, etc. et que ces salles, ces sportifs n'ont pas la même approche que vous avez vous par rapport en fait à l'éducation et au comportement de ces jeunes. Donc il y a évidemment un accompagnement. Oui. Il y a un accompagnement pédagogique, il y a un accompagnement didactique, il y a un accompagnement méthodologique, et donc il y a un lien, et il y a évidemment un enseignement qui est donné, donc il y a un guide. Donc nous sommes quelque part, au fur et à mesure, pas par pas, nous créons du lien social avec le jeune, l'adolescent, nous déterminons ses objectifs avec lui, et nous faisons évidemment tous les pas vers les objectifs de l'enfant, qui peuvent être l'excellence aussi, qui peuvent être l'excellence sportive, hein, donc ça va dépendre de chaque enfant, et on travaille avec eux justement pour les amener à leur objectif. Donc il y a cet accompagnement qui est permanent, psychopédagogique aussi. Psychopédagogique, oui, tout à fait. Donc c'est biopsychosocial, on va dire. Psychosocial. Ouais, donc voilà, donc c'est vraiment, on essaye d'intégrer le contexte de l'enfant. Aussi travailler avec son contexte et avec l'enfant avec son contexte. Et donc voilà, ça c'est quand même... Les indications de réussite que vous avez par rapport en fait à votre travail que vous faites depuis 35 ans est plutôt positive d'après vous expliquez, mais par rapport à d'autres salles et d'autres peut-être espaces de fitness, etc., est-ce que la même approche existe ou pas? Je pense qu'ils ont fait. Aujourd'hui, on va vers une société où on oriente les choses totalement différemment. Je pense qu'on est dans des supermarchés où les gens doivent évidemment trouver leurs besoins tout seuls. Et on trouve des clients en fait à la base. Voilà, on fait ce qu'on appelle du basique, du low cost. Donc, ce sont des structures évidemment qui sont dépersonnalisées, où les gens doivent trouver leur chemin voilà, en fonction de leur desiderata, mais assez seuls. Et évidemment, il n'y a pas d'accompagnement, il y a très peu d'accompagnement, voire l'accompagnement nul. Voilà, c'est comme un petit peu vous dire un hôpital sans médecin ou une école sans professeur. Et comment travailler cette prise de conscience chez les citoyens pour justement choisir des salles qui sont des salles spécialisées, on donne vraiment plus d'importance à la personne, à son accompagnement, à son éducation, etc. Alors qu'on trouve, comme vous le dites, assez clairement, on ne trouve plus en fait ce genre d'espace. C'est devenu vraiment très très rare, même pénurie. On pourrait dire que dans ces structures, ce qui compte évidemment, c'est le parc machine. Donc voilà, on vous offre un parc machine, on vous offre une structure, mais il y a une compression de la masse salariale. C'est-à-dire que bon, il y a personne pour vous accueillir et il y a pratiquement personne pour vous soutenir. Alors qu'un enfant a besoin d'accompagnement, de soutien et de lien social. Donc voilà, donc c'est vraiment une formule déshumanisée. Aujourd'hui, les formules qu'on développe de plus en plus sont des formules complètement déshumanisées, où on retire la pédagogie, on retire la didactique, on retire la formation réellement, et alors ça devient évidemment le fruit du hasard. On se développe en fonction de ce qui se passe autour, de ce qu'on voit autour, mais la formation et la pédagogie n'y est pas. Et comment on peut justement comment aider, ou soit quels sont selon vous les projets à mettre en place pour essayer de remédier à ce problème, d'essayer de réveiller les consciences, que les gens puissent comprendre qu'ils sont quelque part sur la mauvaise piste et qu'on ne traite plus le sport comme il y a quelques années, que tout est devenu vraiment commercial. Qu'est-ce qu'il faudra faire à votre avis? Quelle est peut-être l'autorité directe qui pourra travailler sur ça? Quels sont les moyens qu'on puisse mettre ensemble en place pour mobiliser les gens à aller vers le sport de qualité? Nous sommes dans une période de déshumanisation complète, et ça on le voit forcément dans tous les secteurs. Le sport, évidemment, n'a jamais été quelque chose qui a été pris en considération déjà depuis
on va dire presque un siècle, où déjà dans le cadre scolaire, c'est pratiquement nul. Vous avez 2 heures par semaine, alors que le temps de motricité d'un enfant doit être largement supérieur à ces 2 heures. On fait par semaine, un enfant doit bouger pratiquement toute la journée. Et donc, on pourra en parler beaucoup parce que les problèmes de troubles comportementaux des enfants, l'hyperactivité, on pourrait se demander d'où ça vient. D'ailleurs, vous avez écrit un livre sur ce genre de problème de non-contrôlabilité chez les enfants, etc. C'est en relation évidemment avec ce développement déshumanisant aujourd'hui qu'on retrouve un peu dans tous les secteurs, mais le sport évidemment encore plus puisqu'il n'a pas eu jusqu'à maintenant un intérêt réel pédagogique. Oui, bien sûr. On fait il y a des grandes consignes au sein de l'OMS pour en parler, au sein de l'UNICEF pour dire que c'est important, que c'est un droit inaliénable de l'être humain. Donc on en parle beaucoup, mais en règle générale, concrètement, la société doit se débrouiller. Et donc, c'est encore une fois le cas ici avec les grosses structures qui existent. Encore une fois, les gens doivent se débrouiller avec ce qu'il y a. Il n'y a pas réellement de prise en charge de la part d'un service public par rapport réellement à un développement des jeunes. On le voit dans l'école, on le voit par les sociétés commerciales qui se développent. Il y a un rapport de force entre ces structures qui sont blindées de fric, etc. et le travail de qualité que vous fournissez. Ce sont des multinationales et donc nous sommes malheureusement des artisans et les artisans des professionnels, mais des artisans malgré tout, donc quand même avec une âme, un cœur, une vision, un travail. On pourrait même quelque part nous comparer à un très bon paysan, on va dire, qui fait son travail avec amour mais qui n'a plus les moyens de le faire parce que bon, il y a la grosse industrie, il y a l'agroalimentaire qui est là à côté et on sait ce que c'est l'agroalimentaire, on sait c'est quoi la grosse industrie, donc quelque part ça appauvrit malgré tout. Donc quelque part au lieu de retrouver de la richesse, on retrouve de la précarité, de la pauvreté. Et donc malheureusement les gens qui vont dans ces structures ne se rendent pas bien compte qu'au lieu de trouver de la richesse dans ces structures, ils retrouvent de la précarité. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas de formation, qu'il n'y a absolument pas de lien social qui se crée. Vous voyez les gens dans ces structures, c'est chacun pour soi. Je veux dire, il n'y a pas vraiment, on ne crée pas réellement une dynamique positive de lien. Donc on vous met même des grandes enseignes avec des vidéos, vous devez être devant une vidéo et vous devez travailler seul devant votre vidéo. Donc c'est pas comme ça qu'on crée du lien humain, du lien social. Vous êtes sur votre vélo, on vous met un grand panneau et donc on vous met des cyclistes qui roulent devant vous et donc tout ça est artificiel, tout ça est maintenu de façon artificielle et donc ça ne vaut pas évidemment le lien humain, ça ne vaut pas le contact humain, ça ne vaut pas aussi l'esprit de transfert entre humains. Et tout ça est vraiment appauvrit évidemment les capacités aussi bien physiques, donc je le dirais concrètement, aussi bien physique, motrice que cognitif. Donc on est dans un appauvrissement physique, autant physique que cognitif. Et il ne faut pas s'étonner aujourd'hui des troubles des enfants dans le cadre scolaire, mais aussi ce qui a été annoncé il n'y a pas très longtemps dans les organisations internationales, que les enfants avaient 15% de motricité en moins par rapport à leurs parents au même âge, il y a 30 ans. Donc les enfants ont diminué leur capacité motrice. Malgré qu'il y a plus de psychomotriciens, même au sein de l'école, etc. Mais qu'est-ce qui dysfonctionne? Il n'y a pas réellement, donc cette prise en charge, déjà à la base, n'est pas prise. Donc il manque réellement des professionnels sur le terrain qui prennent en charge ces jeunes enfants. Donc si déjà à l'UNICEF, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, vous dit qu'il y a 15% de motricité en moins chez nos enfants par rapport à leurs parents au même âge, il y a 30 ans, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Et on voit aussi ça sur les pandémies d'obésité chez les jeunes, mais voire chez les adultes. On voit ça aussi sur les pandémies d'asthme, puisque on ne travaille plus avec ses poumons. En plus, l'oxygène on consomme aussi comme l'oxygène pas. Et puis on voit ça avec le diabète chez les enfants aussi. Donc on voit ça avec beaucoup de pandémies, de troubles d'hyperactivité. Donc il y a énormément de pandémies comme ça qu'on pourrait mettre en relation par rapport à la situation que nous vivons. Donc nous pensons avoir, mais dans le fond, l'essentiel, nous ne l'avons pas. Donc ici, dans ce cas-ci, par exemple, on parlerait de motricité. L'essentiel du travail, nous ne l'avons pas. Nous avons des infrastructures,
Mais ce qu'il faut pour réellement développer cette infrastructure, c'est donc les êtres humains, qui est la seule vraie valeur, c'est la valeur travail, c'est la valeur humaine. Elle n'y est pas présente, elle n'est présente nulle part, on remplace tout par des machines. Mais justement, M. Pérez, vous travaillez actuellement sur un projet qui justement fait le lien entre le physique et le cognitif dans une relation systémique. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce travail que vous avez mis vous en place justement? Et d'ailleurs, il y a une expérience qui va bientôt commencer dans un pays étranger comme projet pilote de ce travail de recherche que vous avez mis en place. Oui, donc c'est 40 ans d'analyse, d'observation, de travail concret et donc de mise en application sur les différents spectres, profils que je vous ai dit, mais notamment sur les sportifs de très haut niveau, puisque j'ai quand même eu l'occasion et le bonheur de travailler avec des dizaines de champions européens, mondiaux, qui venaient d'un petit peu partout, et donc ça m'a permis aussi d'équilibrer les méthodes, de visionner, d'évaluer, et petit à petit on est arrivé à des conclusions évidemment, et nous les mettons aujourd'hui en application et dans des projets que nous voulons évidemment, projet pilote, mais développé un petit peu partout. Et ce serait un apport de plus à cette motricité qui est manquante, mais aussi un soutien même aux sportifs de haut niveau, comme un soutien aux personnes qui ont besoin de mobilité, comme un soutien aux enfants qui ont besoin de développer leur motricité. Et donc c'est un projet qui nous paraît vraiment un vrai besoin actuellement et qui peut soutenir tous les profils. Personnellement, je sens dans votre démarche cette décentration, cette envie d'aider l'autre, cet humanisme. Est-ce que ce n'est pas ça qui manque justement dans les autres approches qui existent un peu partout sur le terrain, qu'on commence vraiment à perdre ce côté humaniste justement du sport? Ouais. Comme je vous ai dit, on est dans une période de déshumanisation complète. Je pense qu'il y a des essais un peu partout maintenant de coopératifs. On sent qu'il y a un esprit de nouveau de coopératif, de gens qui veulent créer du lien entre eux. Évidemment, dans le sport, on n'en est pas là. On est plutôt ça en termes écologiques, où plein de personnes se rendent compte qu'on ne peut pas aller, donc on ne peut pas continuer dans cette situation. Une croissance infinie dans un monde fini, c'est pas possible. Donc à un moment donné, il faut remettre de l'humain et des circuits courts, de la relation entre ce qu'on fait, entre ce qu'on est, entre la terre, entre soi. Donc il faut à un moment donné recréer une vision d'équilibre, et la vision qu'on a développée au niveau de la motricité, c'est simplement cette vision de lien et d'équilibre. Donc vouloir redonner cette vision de lien humain, social, et aussi d'équilibre. Donc le corps, c'est un équilibre. Et donc trouver cet équilibre, c'est une réflexion qui m'a toujours impacté. Donc je voyais qu'on allait même dans le sport, vers des spécialisations. Donc où les gars étaient hyper performants dans un geste technique, mais le contre-coup de ça, c'est qu'il y avait beaucoup de problèmes de troubles, mais de problèmes de carences, de réels problèmes. Il n'y a pas de traitement généralisé. Il y avait beaucoup de TMS, beaucoup de problèmes de tension musculo-squelettique chez les sportifs de très haut niveau, au niveau des articulations, leurs tendons, des déchirures. Donc il y a une très grande professionnalisation, mais le contexte fait qu'à un moment donné, ils affinent leur travail, mais en même temps, ils créent des carences dans l'ensemble de leur organisme. Mais on a aussi parfois l'impression, en tout cas moi j'ai l'impression que les parents, même parfois les personnes qui pratiquent le sport, et entre autres les jeunes, vont plus vers la spécialisation, vont plus pour devenir champion. Est-ce que vous trouvez ça utile? Mais voilà, là c'est toujours la réflexion entre compétition et coopération. Donc on est dans une réflexion qui est une réflexion philosophique. Notre société moderne est par tous ces chemins, par tous ces secteurs, a comme orientation la compétitivité, la restructuration, la position concurrentielle. Donc nous sommes en plein dans la compétition. Et donc tous les secteurs confondus, et le sport évidemment, qui est quelque part le symbole justement de la compétition, est mis en avant et repris partout. Et il est clair que si on regarde uniquement le symbole de la compétition, c'est la mort de l'homme par l'homme, c'est la destruction de l'homme par l'homme. La compétition, c'est in fine, c'est cette logique-là. Cette logique-là, on la démarre très tôt,
et donc on la donne déjà dans le cadre scolaire, mais particulièrement dans le cadre sportif, où des enfants dès l'âge de 6 ans sont déjà orientés vers de la compétition, alors que leur motricité ne doit pas être spécialisée à cet âge-là, et elle doit être spécialisée beaucoup plus tard, aux environs de 17-18 ans, où vous commencez un petit peu comme dans le cadre scolaire, où vous faites du général, et in fine, après, vous choisissez votre orientation. Mais ici, c'est déjà très tôt, c'est déjà dès l'âge de 6 ans qu'on spécialise un enfant. Donc imaginez-vous les problèmes que ces enfants, à un moment donné, à force de rester dans une orientation, un stimuli musculaire toujours identique, le même, donc les destructions que ça peut octroyer développer sur un enfant, aussi bien cognitif que physique. En sachant que la carrière d'un sportif, ça va être très courte. Donc c'est aussi un des biais de la compétition, c'est que les carrières s'arrêtent très tôt, parce qu'effectivement, il y a beaucoup trop de traumas, beaucoup trop de pathologies qui font qu'à un moment donné, vous devez arrêter votre carrière. Parce que vous pouvez pas faire ça. Quel est votre message? Une dernière question, M. Pérez. Quel est votre message justement aux parents, aux institutions, aux écoles et aux enfants aujourd'hui? De un, évidemment, s'occuper de la motricité, c'est essentiel. Donc c'est quand même, l'homme est fait pour bouger, donc il n'est pas fait pour rester assis. Aujourd'hui, un enfant reste plus de 1000 heures assis sur un banc d'école, il ne lui donne pas l'occasion réellement de bouger et de s'exprimer. Donc je pense qu'un enfant doit bouger et s'exprimer. C'est une règle, c'est une loi, c'est comme ça qu'il apprend, c'est comme ça qu'il se trompe, et en se trompant, il apprend. Donc aujourd'hui, bon, voilà, c'est quand même très difficile de le faire dans le cadre qui nous est imposé. Donc, dans les structures imposées, c'est difficile. Ils doivent le faire en dehors, donc ils doivent trouver les capacités de le faire en dehors. Bon, en dehors, on sait qu'il y a les moyens économiques ou pas, puisqu'on privatise tout, donc il faut des moyens économiques. Si on les a, on risque d'aller dans une structure sportive, et si on les a pas, les enfants ne le font pas. Ça, c'est déjà la deuxième des clés, c'est une clé économique. Mais de trois, la troisième clé, c'est cette espèce de logique qui fait qu'on doit obligatoirement rentrer dans une organisation qui crée du calendrier sportif, qui crée de la compétition. Alors que ces enfants de cet âge-là doivent plutôt s'ouvrir à différentes capacités motrices. Ils doivent ouvrir leurs capacités motrices. Au lieu de les fermer, de les orienter, ils doivent les ouvrir. Ils doivent faire un peu de tout. Ils doivent faire de la natation, ils doivent faire de la marche, ils doivent faire de la course, ils doivent faire de la gym, ils doivent faire du foot, du basket, mais ils doivent vraiment se développer de façon générale et pas de façon spécialisée. Et surtout pas à l'âge de 6 ans, de 7 ans, 8 ans, 9 ans. Je pense que ce sont des logiques qui vont très vite dans le mur pour un enfant. Carlos Pérez, merci d'avoir participé à notre émission. Madame, monsieur, vous avez sur l'écran les coordonnées de Carlos qui s'affichent, son numéro de téléphone et son adresse email. Si vous avez besoin justement de ses conseils, de son expertise, n'hésitez pas. D'ici, je vous dis à la semaine prochaine et merci de nous avoir suivis. Au revoir.